Chers amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, je voulais poursuivre avec vous la réflexion qu'on a entamée hier sur comment faire pour créer un side business rentable et ainsi avoir plus d'argent à investir. Pour ce faire, je vais partager avec vous un épisode du podcast Chercheur de valeur, un épisode qu'on a enregistré récemment. Il vient juste d'être publié, mais je pense que c'est assez important au moment où on entre dans l'année 2024 de l'attaquer avec cette volonté de créer un side business qui va vous permettre d'avoir plus d'argent à investir et d'avoir des outils concrets pour le faire. Si ce que vous voyez dans ce podcast vous intéresse et que vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, vous pouvez le faire en suivant ma formation qui s'appelle Side Business Rentable. C'est une formation que je viens tout juste de sortir. Et donc, c'est une formation, la manière dont je l'ai conçue, c'est en une série de séances de travail d'1 heure. Donc, l'objectif, c'est que vous ne consacriez pas plus d'1 heure par jour à cette formation. Et donc, dans ces séances de travail, on va faire 3 choses. On va s'assurer que votre projet est le bon. Donc, on va tester votre thématique, son potentiel de monétisation, son potentiel de création de contenu. On va donc s'assurer que vous êtes dans une niche propice et sinon faire les ajustements nécessaires à ce que vous ne vous retrouviez pas dans une voie de garage. Donc ça, c'est le premier module. Vous avez ensuite un second module sur le développement de la chaîne YouTube où je vous montre comment c'est possible de faire de bonnes vidéos qui vont faire des vues sans y consacrer plus d'1 heure par jour. Et puis il y a un troisième module où je développe toutes les manières dont on peut monétiser un business dans la création de contenu et je vous montre la manière dont on peut le faire bien. Et donc l'idée, c'est que vous allez faire les 10 séances de travail, les 10 séances d'1 heure. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de dégager 1 heure par jour pour suivre cette formation. Et l'objectif, c'est qu'une fois que vous aurez fait ces 10 séances de travail, vous aurez un side business qui tourne et il vous suffira de remplacer ce temps de travail dans la formation par du temps de création de contenu en utilisant les outils et les stratégies que vous aurez apprises dans cette formation. Comme toujours, quand je vends une formation, vous pouvez la rejoindre à son prix de lancement. Donc je fais un prix de lancement qui est très peu cher pour qu'un maximum d'entre vous puissent en profiter. Tous les ans, j'aime bien également faire ça. J'aime bien vous donner un coup de pouce supplémentaire. Et donc ce coup de pouce, c'est que vous aurez le droit pour chaque commande de choisir une formation supplémentaire dans le catalogue. Et donc la manière dont ça se passe, c'est que vous allez avoir un email qui vous donne accès à cette formation et il vous suffit de répondre à l'email en me donnant le nom de la formation qui vous ferait plaisir. Et je vous donne l'accès. Profitez-en, c'est une chouette opportunité. Donc si vous pensez avoir à partir de maintenant 1 heure à consacrer au développement d'un side business, eh bien vous êtes les bienvenus dans cette formation. Ceci étant posé, travaillez bien et je vous laisse avec l'épisode du podcast Chercheur de valeur. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans le podcast Chercheur de valeur. Aujourd'hui, on se plonge dans un des fondamentaux de ce podcast parce que je crois qu'on est d'accord là-dessus, Xavier. Une des plus grandes variables du succès en bourse, c'est d'être capable de mettre plus d'argent sur les marchés. Évidemment, c'est rigolo on a bon espoir de trouver des stratégies qui permettent de faire un peu mieux que le marché, mais en vérité, ce qui est important, c'est de pouvoir mettre de l'argent sur la table, et c'est pour ça que, épisode après épisode, on essaie aussi de vous encourager à entreprendre, et donc on voulait aujourd'hui ouvrir un peu les coulisses de nos side business. On va vous parler de tout ça, mais d'abord, comment ça va, Xavier ? Salut Victor, bah écoute, ça va super bien, et c'est vrai que ce qui est drôle, à chaque fois qu'on a un nouveau sujet comme ça, c'est que ça fait réfléchir, et ça m'a fait réfléchir au moment notamment où j'avais pas de side business, et où même, pire que ça, c'est que j'en voulais surtout pas. J'étais salarié, et pour moi, le week-end ou les soirées, c'était sacré. Et je m'imaginais pas une seule seconde faire autre chose que soit des loisirs ou famille ou, ou me reposer, etc. Et j'ai pas mal changé d'avis, mais justement, on va en discuter. Et ça fait poser pas mal de questions. Qu'est-ce qu'un side business ? Est-ce que c'est pour tout le monde ? En tout cas, là où je te rejoins totalement, on verra si on a des divergences par la suite, mais là où je te rejoins totalement, c'est sur la partie investissement, parce que justement, le fait que ce soit un side business, que ce soit de l'argent en plus, ça le rend très facile à épargner et à investir, beaucoup plus qu'une hausse de salaire ou une hausse de chiffre d'affaires pour un freelance ou un entrepreneur. Le fait que ce soit à côté, ça rend, on peut le mettre intellectuellement dans une autre poche et donc plus facilement investissable.
Ce que je voulais commencer par faire avant qu'on rentre dans le sujet du jour, c'était profiter du fait que t'es enfin pas un peu, t'es expert dans le domaine de la finance pour avoir ton avis sur un petit événement de marché qui a eu hier. Tu sais, il y a eu un décrochage assez surprenant du SP500 dans une journée où il y avait assez peu de volume, et j'ai regardé sur le site Zone Bourse et les premières hypothèses qui expliquaient ce décrochage du marché, c'était lié aux activités de trading sur les options à très courte durée, et j'arrive pas à comprendre comment les options à très courte durée peuvent comme ça faire décrocher le marché. Enfin, ça venait de nulle part et le marché a décroché de quelque chose comme 1,5, presque 2%. Et une des explications, c'est ça. C'est peut-être que c'est pas ça, mais que ce serait les options à courte durée. Tu comprends un peu ce qui peut se passer dans ces cas-là? Oui, alors j'ai lu la même chose que toi ce matin dans l'excellente newsletter d'Anthony Bondin que j'arrête pas de recommander, mais voilà, comme il est très très neutre et c'est pour ça que j'aime beaucoup sa newsletter, même si je suis inscrit à celle de Marc Fiorentino qui est beaucoup moins financière et finalement que j'apprécie pas mal les matins, bon bref. Donc oui, ce qui s'est passé, c'est à la fois simple et compliqué, c'est que le S&P 500 était autour de 4700 points. 4770, pardon, dans un marché assez calme, dans lequel il y avait peu de volume. Et le problème de ces options à expiration très courte, c'est qu'on le sait très bien, les gens qui font des paris, pour eux, c'est un peu un ticket de loto, surtout quand tu es, parce que là, il était à peu près 20 heures quand ça s'est passé, donc 2 heures avant la clôture, 20 heures heure européenne, donc 2 heures avant la clôture. Quand tu es proche d'un prix d'expiration, c'est vraiment la loterie, tu as une chance sur deux d'être en dessous ou au-dessus. Et là, c'était le cas, vu qu'il y avait eu des gros volumes autour des 4755, 4765 points, donc juste en dessous du niveau actuel. Mais ce qu'on oublie tout le temps, c'est que face aux joueurs qui ont acheté leur ticket de loto, il y a les market makers qui leur ont vendu. Parce que les market makers, eux, ne choisissent pas de prendre un pari, le pari est subi. Donc la plupart il y a beaucoup de gens qui avaient acheté des puts, et les market makers avaient donc vendu des puts, sauf que les market makers, eux, ils veulent pas prendre, ils n'ont pas d'avis sur le marché spécialement. Donc en tant que vendeur de puts, ils se retrouvent exposés en cas de baisse du marché, donc eux se couvrent. Et le problème quand tu te couvres en tant que market maker, c'est que si la journée se termine au-dessus de 4700, disons 50, les puts ne valent rien, donc tu n'as pas besoin de te couvrir, et si ça clôture en dessous, il faut que tu te couvres. Et comme on est à très proche de l'échéance, on est à quelques heures, en fait, les mouvements de couverture sont très violents. Donc, c'est pas ça qui a déclenché la baisse, mais quand la baisse est arrivée, 4770, 65, 60, 55, etc., quand ça baisse, mécaniquement, les market makers doivent... Le delta, sans rentrer dans trop mais le delta se rapproche de 0,5, c'est-à-dire qu'il y a 50% de chances que ce soit exercé ou non. Et donc, les market makers vont devoir vendre de plus en plus. Et plus tu te rapproches du prix d'exercice, plus ils doivent vendre. Et quand tu traverses le prix d'exercice, c'est pareil, plus ça baisse, plus ils doivent vendre. Et si tu tombes sur un marché pré-Noël très calme, etc., surtout qu'apparemment, hier, les volumes sur les options étaient les plus gros volumes jamais enregistrés. Ça, j'ai découvert ça en regardant un peu ce matin. Donc, tu te retrouves avec des gens qui sont forcés de vendre parce qu'ils sont de l'autre côté du billet de l'auto, ils ne savent pas du tout de quel côté ça doit terminer. Et je suis surpris d'ailleurs qu'ils se retrouvent avec autant d'expositions involontaires, si tu veux, parce que pour eux, ça doit être l'horreur à gérer en fait. Parce que quand ça baisse, ils doivent vendre. Si ça remonte derrière, ils doivent racheter. Donc, ils sont dans une position qui est très inconfortable, qu'on appelle gamma négatif, c'est-à-dire qu'ils se couvrent toujours pas à perte, mais disons que si ça baisse de 1%, tu vas en bas, si ça remonte de 1%, tu dois racheter, etc. Donc bien sûr, c'est des algorithmes qui font ça, mais c'est pas évident à gérer. Donc c'est pas eux qui ont déclenché le mouvement, mais c'est eux probablement, de ce que j'ai lu, qui l'ont poussé vers le bas. Donc tu peux aussi complètement te faire avoir quand tu vas sur ces marchés en tant que particulier, parce que tu peux être exposé à des phénomènes violents que tu peux absolument pas anticiper. Donc c'était intéressant, et c'est intéressant que ça commence à avoir c'est parce que ça a l'air vraiment de partir de petits paris de traders particuliers, mais ça devient une telle mode que ça commence à avoir un impact chez les institutionnels. Donc c'est assez intéressant. Et l'autre point qui est drôle, c'est que tu sais, on parle souvent des sorcières, des 3 sorcières, des 4 sorcières, etc., qui sont justement habituellement les jours d'expiration de contrat.
de contrats d'option, contrats futurs, etc., où il peut se passer ce genre de choses. Et vu que maintenant les paris, les gens sont plus assez patients pour attendre des fins de trimestre, tu vois, et que les expirations sont tous les jours, là où avant c'était commun d'avoir ce genre de truc, mais en gros c'était tous les trimestres, maintenant ça peut arriver n'importe quel jour. C'est ça qui est assez dingue. Mais qui gagne de l'argent avec ça? Parce que ça veut dire qu'il y a une décision de créer un produit encore plus, avec une échéance encore plus courte. C'est l'intérêt de qui de créer des produits financiers comme ça? Déjà, ceux qui l'ont créé, c'est le marché. En l'occurrence, le marché de Chicago, la bourse des produits dérivés de Chicago. Les market makers, forcément, ils prennent leur marge aussi, vu qu'ils prennent un spread entre l'achat et la vente. Donc, même si certaines fois, ils vont perdre de l'argent sur leur couverture, au global, plus il y a de volume, plus ils se prennent la fourchette entre l'achat et la vente. Donc, j'ai envie de dire, globalement, Wall Street est gagnant, si tu veux, sur les frais. Les brokers aussi sont gagnants. Donc, les brokers, les market makers, le marché lui-même est gagnant. Après, est-ce que les particuliers sont gagnants sur ce genre de trucs? Je ne sais pas. En tout cas, ils s'amusent bien. Je pense que c'est ça, c'est l'équivalent du casino. Donc, ils passent des bons moments, j'espère. Ouais. C'est drôle parce que on commence à avoir un peu une ambiance de fin de marché haussier. Je sais pas si tu le sens comme ça, mais il y a quand même des phénomènes de choses qui commencent à remonter, de gens qui recommencent à voir la bourse un peu comme un casino. Donc ça va être intéressant de voir la suite, mais il y a un peu une petite ambiance comme ça dans l'air. Je suis d'accord. Alors, je te propose qu'on se lance dans le sujet du jour. Moi, le premier point que j'avais, c'était un side business de quoi on parle. Et pour définir un petit peu de quoi on parle, je voulais partager d'abord l'expérience que j'ai avec ça. Le side business que j'ai créé, c'est dans le courant de l'année dernière. C'est cette année que j'ai créé l'entreprise associée au side business, mais c'est l'année dernière que j'ai lancé le side business. Donc moi, mon activité principale, c'est la rhétorique. Donc ça veut dire que je publie des analyses de rhétorique, c'est-à-dire que je fais des séminaires, c'est-à-dire que j'ai des gens en coaching, c'est-à-dire que je crée des formations dans ce domaine. Et à côté de ça, j'ai créé un side business dans ce domaine de la finance qui a priori rien à voir. Et pour moi, la première caractéristique pour pouvoir parler de side business, c'est qu'on y consacre peu de temps par jour. Et donc moi en l'occurrence, j'essaie d'y consacrer maximum 1 heure par jour à ce side business pour que ça grignote pas l'activité principale. Et du coup, je mettrai une autre caractéristique du side business. Je pense que c'est mieux si c'est une activité passion. Et si c'est une activité plaisir. Parce que t'en parlais un petit peu au début, mais c'est pour que ça marche, je pense que pendant ta journée de travail, pendant ta routine de travail, c'est important que tu rêves du moment où tu vas pouvoir commencer à consacrer un petit peu de temps au side business. Parce que si t'as pas une passion pour ça, eh bien, quand tu vas arriver à la fin de ta journée de travail, tu vas être tenté de te poser sur le canapé avec des séries. Donc, moi, je mettrais ces 2 caractéristiques à la base du side business. Il faut qu'on y consacre peu de temps par jour, que ce soit possible de le faire en assez peu de temps, et je parlerai des techniques que j'utilise pour ça. Et il faut que ce soit quelque chose qui nous procure du plaisir, qu'on se dise j'ai hâte de consacrer mon heure quotidienne à ce sujet-là, parce que s'il n'y a pas cette passion, on va se mettre à procrastiner, à faire d'autres choses. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est marrant sur le côté ça doit prendre peu de temps. C'est là où moi je me rends compte que moi ce que je considère être mon side business aujourd'hui, c'est la création de contenu financier en l'occurrence. Et comme j'ai du temps de libre, petit à petit ça vient grignoter mon temps. En plus, comme c'est du plaisir, il faut plutôt que je me restreigne qu'autre chose. Donc je considère que c'est toujours un side business parce que mon business principal, ça reste l'immobilier, c'est ça qui me fait vivre. C'est encore bien au-dessus en termes de revenus que de la partie création de contenu. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, je suis rentré là-dedans comme souvent d'ailleurs, par le gratuit. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait un podcast totalement... Enfin, je n'aurais jamais imaginé que ça devienne un side business. J'ai commencé un podcast financier. Ensuite, un collègue m'a dit « Tiens, tu devrais discuter avec Zone Bourse, ça peut les intéresser. » Et c'était un moment où je recherchais un side business. Moi, c'était un petit peu particulier parce que je cherchais un side business pour avoir une existence... sociale, enfin surtout sociale, fiscale, etc. parce que l'immobilier, enfin j'étais pas un professionnel. Depuis je le suis devenu, mais j'étais pas professionnel. Donc c'était pour avoir une existence, pour avoir la sécu, cotiser, etc. C'était surtout pour ça. Et puis j'avais du temps de libre. Et au début, effectivement, je voulais que ça me prenne peu de temps.
Et on dit side business, donc ça doit être à côté, je suis 100% d'accord avec toi, et ça doit être rémunéré. Et en fait, la monétisation, c'est quelque chose d'important, parce que là, j'ai calculé ce matin, j'en suis à 420 vidéos. Et je sais très bien que si c'était un hobby, mon podcast, par exemple, du début, je n'aurais jamais tenu, ça fait combien de temps maintenant ? 4 ans. J'aurais jamais tenu 4 ans à faire 2 vidéos par jour pendant... est-ce que c'est 2 vidéos 2 vidéos par semaine, pardon, pendant 4 ans. Donc, ce qui différencie du hobby, c'est aussi cette partie rémunération, monétisation, et ça induit beaucoup d'autres choses, et ça nous discipline aussi beaucoup. Alors, certaines fois, on peut être discipliné dans un hobby, mais le fait d'avoir cette monétisation, finalement, ça veut dire qu'on vend un produit sous différentes formes, mais on vend que ce soit de la pub, etc. Et donc, ça nous oblige aussi à faire de la qualité, ça nous met une pression qu'on n'a pas quand on fait du gratuit, et c'est là que on voit, mais on pourra en discuter, que l'aspect, les anticapitalistes, etc. Oui, mais c'est ça aussi qui fait produire de la valeur. Le fait que derrière, tu aies une récompense monétaire, que tu vends un produit plutôt que de le donner gratuitement, c'est ça qui fait que tu prends soin de ton produit, de tes vidéos, de tes formations, peu importe le truc. Et voilà, le côté monétaire, en fait, c'était un peu accessoire pour moi. Et je me rends compte qu'avec le temps, c'est ce qui m'a permis de tenir, et du fait qu'on est encore, et de faire plus de choses. Et c'est ce qui a fait qu'on a ce podcast aujourd'hui, que j'ai fait d'autres, voilà, et toi donc c'est pas un détail, en fait, la monétisation. Même si au départ, c'est quelques centaines d'euros, puis on se dit qu'on le fait pas pour ça, finalement, c'est utile. Ouais, j'ai 2 points là-dessus sur la question de la monétisation. Le premier, effectivement, c'est que il faut le gamifier. C'est que ça fait partie du fun. C'est que il faut vraiment se représenter le side business comme un jeu, et les points qu'on marque dans ce jeu, c'est les euros qu'on est capable de générer avec ça. Et c'est très drôle, en fait, de commencer à mettre son énergie là-dedans plutôt que de jouer aux jeux vidéo. Ça peut être sympa de jouer aux jeux vidéo, mais je trouve que cette idée que on va mettre en place des stratégies pour essayer d'aller décrocher un peu de vues supplémentaires, un peu d'abonnements supplémentaires, un peu d'argent supplémentaire, c'est quelque chose qui peut devenir passionnant. L'autre chose, donc, tu as évoqué sur l'anticapitalisme, etc. Effectivement, je trouve qu'une des grandes barrières, et moi aussi je l'ai eu, c'est le sentiment que certaines sources de revenus sont pas nobles. Et ça vient du fait que il y a toujours plus de discours contre la vente que pour la vente, contre l'affiliation que pour l'affiliation, contre le contenu payant que pour le contenu payant. Et c'est normal, en fait, parce que ceux qui franchissent le pas d'être dans le petit groupe qui décide de produire et de vendre, on est minoritaire. Et donc c'est le discours qui considère à dire en gros que la vente c'est de l'arnaque, la vente de produits en ligne c'est de l'arnaque, ce discours est majoritaire, parce que ça permet de se rassurer. Tous les gens qui restent sur le côté de la route ont tout un tas de discours qui leur permettent de se dire oui, je gagne pas beaucoup, mais au moins je suis pas un arnaqueur. Donc c'est très important de faire attention à ce genre de discours, parce que c'est il y a beaucoup de psychologie dans le fait de se lancer. Et l'autre chose, c'est de pas se fermer de pistes de monétisation. Moi, au début, j'avais plein de discours du type ok, d'accord, vendre des produits qu'on a créés, ça va. L'affiliation, c'est mal. Vendre des produits qu'on a créés, ça va, mais la publicité, c'est mal. On n'est quand même pas un panneau publicitaire. Et donc, en fait, en adhérant à ces discours qui sont assez prêts à penser, qui sont tout prêts sur le fait qu'il y a des bonnes sources de revenus et des mauvaises sources de revenus, on a beaucoup de retard à l'allumage. Et ça, c'est un autre critère qui est pour moi une autre compétence qui permet que ça fonctionne, c'est de réduire le temps entre ce serait bien de le faire et je le fais. Et là, il y a beaucoup de discours et de psychologie qui rentrent en jeu. Donc, pour ceux qui réfléchissent à se lancer dans un side business, vous fermez pas de piste. Il y a pas de l'affiliation c'est mal alors que la vente c'est bien, ou la publicité YouTube c'est mal alors que non même les dons, voilà, on va trouver plein de discours qui nous disent financer son contenu avec des dons, c'est de la mendicité 2.0, etc. Donc il y a plein de discours stigmatisants sur telle ou telle source de revenus. Vous fermez aucune piste, et à chaque fois que vous allez essayer de débloquer une nouvelle source de revenus, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et là, c'est vraiment peut-être la partie sur laquelle j'ai le plus évolué. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le side business création de contenu, je vendais mes vidéos à Zone Bourse. Donc mon business, c'était une relation de freelance, et ça l'est toujours d'ailleurs, c'est une relation de freelance entre Zone Bourse et moi, on collabore bien, etc. Donc déjà le premier point, c'est que j'adorais leur site, l'équipe, tous les gens qui sont là-bas, etc. Donc j'étais très confort dans cette relation, dans la partie monétaire de
la création de contenu. La formation, je l'ai faite parce que ça me frustrait de voir les formations des vendeurs de rêves, etc. Mais j'en ai extrêmement peu fait la pub pendant très longtemps. L'affiliation, c'était un blocage total pour moi. Et plus le temps passe, plus je vois des bons retours sur la formation, ou par exemple sur l'affiliation. Je me suis dit, mais donc moi je fais de l'affiliation purement pour Zone Bourse, et je me dis, mais ce site-là, je l'utilise tous les jours. Si ils passent par moi pour l'utiliser, sur les liens qui sont sous mes vidéos, ils vont payer moins cher que si ils vont en direct sur le site. Pour Zone Bourse, c'est très content. Moi, je suis un prescripteur, dans le sens, je suis un utilisateur. Quand j'en fais de la pub, c'est parce que je l'utilise, ils voient comment je l'utilise, etc. Et en fait, c'est du win-win-win. Et je ne vois pas... Et là où ça a été encore plus clair pour moi, c'est quand j'ai fait ma masterclass où tout le monde était là, était très content d'être là. Moi, j'étais presque gêné parce que je me disais, c'est un peu cher quand même, il va falloir que je vous donne de la valeur, etc. J'ai presque démarré comme ça, tu vois. Et en fait, je me rends compte que c'est pas du tout un problème. Et quand tu y réfléchis, quand tu vas au supermarché, acheter tes yaourts, tu te dis pas ah punaise, ils sont en train de me vendre des yaourts. T'es très content qu'on t'en vende. Et heureusement, si tu vas là, c'est parce que c'est le plus près de chez toi et qu'ils te vendent le produit que tu veux. Et finalement, l'aspect monétaire, ça veut dire qu'il y a de la valeur. Quand c'est du gratuit, t'es jamais sûr qu'il y a de la valeur. T'es jamais sûr que les gens sont pas là juste pour passer le temps ou parce qu'ils savent pas quoi faire d'autre, etc. À partir du moment où ils sont prêts à dépenser, que ce soit une page de pub, que ce soit payé pour ta formation, ça veut dire qu'il y a de la valeur. Et c'est ce qui t'assure qu'il y a de la valeur, c'est le fait que ce soit monétaire. C'est que les gens te montrent qu'il y a de la valeur. Donc, être très fier de faire du gratuit, oui. Moi aussi, je suis fier de faire du gratuit. Je me dis, un étudiant qui n'a pas d'argent, etc., qui veut s'informer sur la finance, il peut regarder mes vidéos, c'est super. Bon, déjà, c'est pas totalement gratuit parce qu'il y a l'aspect publicitaire. Et je vois bien que les gens qui ont de l'argent et qui veulent plus, ils sont très, très demandeurs. Et ça, je ne m'en rendais pas compte avant. C'est que les gens qui ont fait une formation, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est une deuxième formation. Les gens qui sont allés à ma masterclass, à la sortie, il y en a plusieurs qui m'ont dit, il y aura un niveau 2, si c'est le cas, dis-moi, etc. J'étais surpris, en fait, de cet appétit. Et tant qu'on est fier de ce qu'on vend en termes de formation, et y compris l'affiliation, tant que tu es un utilisateur et que ça te plaît, encore plus s'il y a un intérêt pour eux à passer par un lien parce qu'ils ont un petit gain ou autre, bah plus j'avance et plus je me dis qu'il n'y a aucun problème à monétiser tant que tu fais ça correctement. Absolument, mais c'est là que tu vois la force la force des discours et de la culture dans laquelle on vit, parce que évidemment quand on pense influenceur, donc c'est typiquement ça un influenceur. Un influenceur, c'est quelqu'un qui teste des choses et qui fait un retour sur expérience, et les personnes qui lui font confiance vont dans ce cas-là se dire je vais accéder au même produit. Mais le problème, c'est que cette image de l'influenceur a été saturée par des scandales. Par des personnes qui ont fait n'importe quoi, par des personnes qui ont fait de l'affiliation pour des produits qu'elles n'utilisaient pas elles-mêmes, pour des produits frauduleux, et parfois pour des produits même dangereux. Donc je pense que les plus gros scandales de l'affiliation, c'était lié à des starlettes de la télé-réalité qui faisaient de la promotion pour des choses du type de la chirurgie esthétique, ou des choses plus ou moins du botox, ou des choses où c'était crado. Ouais. Mais ça veut pas dire que le business model en lui-même est malsain. Et donc je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens, et parmi les gens qui nous écoutent, qui se coupent d'une incroyable opportunité, parce que l'affiliation, c'est quelque chose qui permet de partager des choses qui nous plaisent, de financer une discipline qui nous plaît et qui est utile, en prenant beaucoup moins de temps, parce que c'est pas à nous de créer les produits. On en fait juste la promotion, on n'est pas en train de les créer. Et moi, j'aurais pas pu créer de side business sans ça. Parce que dans mon business principal, je passe beaucoup de temps à créer mes propres produits. C'est ça qui prend le plus gros du temps. Mais l'affiliation, ça me permet dans le side business de gagner de l'argent en poussant des produits que j'utilise. Et donc pour moi, il y a 2 critères pour que l'affiliation ce soit quelque chose de sain. En fait, il y a un critère, mais il a deux utilités. C'est que ce soit des produits qu'on utilise.
on fait de l'affiliation avec des produits qu'on utilise, on les a testés, on fait confiance à ces produits, et ça c'est intéressant au point de l'éthique, mais c'est intéressant aussi au niveau de la création de contenu, parce que je trouve que c'est super, c'est très rigolo quand il y a une nouveauté dans notre domaine, de la tester et de faire un retour là-dessus. Ça me fait penser à l'époque des magazines de jeux vidéo, tu sais, moi j'aimais bien ça quand j'étais petit, et je me disais mais ils doivent s'éclater. Les gens, il y a un nouveau jeu qui sort, ils le testent, ils en font la review, il y a une nouvelle console qui sort, ils la testent, ils en font la review. Créer un business autour de ça, c'est génial. Donc moi j'ai beaucoup aimé l'affiliation, c'est pas de l'affiliation ici, c'était un placement de produit qu'on a fait pour Realty. Moi j'ai trouvé ça trop bien. Oui, bien sûr. Donc on vient avec ce sponsor l'été dernier, ça va être de l'immobilier tokenisé. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, jamais. et donc c'est pour ça qu'on a mis ces conditions. On teste le truc avant d'en parler. Et moi j'ai trouvé ça génial. Et là je suis sur le point de passer les $100 mensuels de revenus avec l'immobilier Realty, et c'est trop bien. Ça permet, une fois qu'on a testé le produit, de faire régulièrement des retours d'expérience, et on a l'impression d'être, c'est presque du journalisme. C'est on teste, on fait un retour sur expérience, et là c'est un business model qui est assez sain. J'aime assez bien ce business model. Et en plus, je trouve que il faut pas prendre les consommateurs éclairés pour des débiles en fait. C'est-à-dire que à part ceux qui se sont fait avoir, en suivant des influenceurs de télé-réalité, etc., on voit déjà le niveau que ça peut être. Mais je veux dire, si tu es fan d'un certain sport et que la personne que tu suis qui maîtrise son domaine, ou en tout cas qui essaye de t'expliquer des choses, qui va tester 5 paires de baskets, et à la fin il te dit que voilà, tu as des liens pour acheter les baskets, etc. Les gens savent bien ce qui se passe derrière, ils savent évidemment que le gars va toucher une commission, et la plupart du temps, ils sont même contents que cette personne, de le récompenser en lui faisant toucher une commission. C'est un deal aujourd'hui, c'est comme ça que fonctionne le monde, et je trouve ça très bien, au point que par moment, si j'ai une dépense à faire et que je dois m'embêter un petit peu pour que quelqu'un qui m'a recommandé d'une manière, puisse toucher un petit peu d'argent, je ferai l'effort. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, alors peut-être que j'ai une vision un peu différente étant créateur de contenu, mais j'irai volontairement chercher le lien, je sais pas, de l'affiliation Amazon, etc., parce que ce comparatif m'aura beaucoup servi. Donc je pense que plus on est clair aussi sur le deal, sur la manière dont ça fonctionne, et plus c'est vraiment un win-win avec le consommateur qui est content de payer, parce que pour lui de toute manière c'est neutre qu'il aille en direct acheter, que ce soit sur Amazon, que ce soit sur Realty, etc. Mais au moins, il y a une récompense pour la personne qui lui a appris le truc. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit biaisé. Il ne faut pas que la personne... de toute façon, ça a toujours existé. Hein, comme chez Darty, on te recommande telle marque parce qu'il y a plus d'argent à gagner sur celle-ci que sur une autre. Mais tant que c'est bien fait, je trouve que c'est le plus clair, en fait, entre la personne qui est... entre l'influenceur, la marque finale et puis le consommateur. Donc là, on va clore ce premier chapitre. Donc ce premier chapitre, c'est sur les barrières qu'on peut avoir face à la monétisation. Il faut se dire qu'il y a toutes les sources de monétisation, il y a de bonnes manières et de mauvaises manières de le faire, que vous avez intérêt à être le plus éthique possible pour que ça fonctionne sur le long terme, mais surtout ne vous laissez pas happer par les discours qui, dès que vous allez sortir du troupeau pour passer de vendeur, de créateur à celui de simple consommateur, il va y avoir des résistances à l'extérieur, mais aussi en vous. Il faut pouvoir dépasser ça. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est sur les prérequis pour pouvoir créer un side business qui fonctionne. Et là, c'est justement dans l'optique de pas vendre du rêve. Le side business que j'ai créé, donc là, je vais clôturer la première année. Il m'a rapporté un peu plus de 30 000 € pour cette année 2023. De ça, il faut que j'enlève les taxes parce que je suis imposé sur le régime de la micro-entreprise. Mais je trouve que c'est une belle réussite parce que ça m'a coûté 1 heure à peu près de travail par jour. Mais si j'ai pu faire ça, c'est parce qu'il y avait un certain nombre de prérequis et je voudrais les présenter parce que tout le monde ne peut pas faire ça aussi rapidement et aussi facilement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces prérequis que j'ai, tu me diras si tu avais les mêmes. C'est des compétences en fait, c'est des compétences qu'on peut travailler. Pour moi, le premier prérequis que j'ai eu, c'était une longue expérience dans la création de contenu.
parce que pour qu'un side business marche, il faut être capable de créer du contenu. Et ce que je veux dire par expérience, c'est qu'on a exclu pas mal de choses qui bloquent les gens quand ils se lancent. Et ça, je le vois parce que je suis régulièrement au contact de personnes qui commencent dans la création de contenu et ils ont beaucoup de questions de base du type mais qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que je fais comme première vidéo, comment est-ce que je me présente au public, comment je m'habille, quel cadre je mets derrière, comment je structure le discours, à quelle régularité je dois publier. Et puis il y a beaucoup de choses autour du fait que on a envie que ce soit parfait et donc on va passer beaucoup de temps et on va avoir l'impression que créer une vidéo c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Le fait d'avoir une expérience dans la création de contenu, ça permet de boucler un certain nombre de choix et que ce soit beaucoup plus rapide de passer de j'ai une idée de vidéo à je fais cette idée de vidéo et je la publie. T'en es où toi de ça? Parce que donc t'as commencé par le podcast et là tu as cette année lancé une seconde chaîne, enfin en tout cas tu as lancé ta propre chaîne YouTube de création de contenu. Ça veut dire que t'as beaucoup progressé dans cette dimension de publier plus rapidement et plus facilement du contenu. T'es plutôt perfectionniste ou comment tu te mets sur la ligne de j'exécute à je veux que ce soit parfait? Alors moi, je suis tout sauf perfectionniste, au grand désespoir de ma femme pour tout ce qui est travaux, choses comme ça. Non, là où j'ai... Alors, pour effectivement conforter ce que tu disais, j'avais des compétences de base, évidemment, dans la finance, mais je partais de très très loin, en fait, de zéro sur la création de contenu. Le podcast, c'était un bon démarrage parce que le podcast, c'est simple, on n'a que du son. Donc, on achète un micro, on s'enregistre avec... moi, c'était Audacity, c'est gratuit, c'est un super logiciel. On met en ligne et puis voilà, il n'y avait pas d'histoire de miniature, de montage ou je ne sais quoi. Là-dessus, j'ai énormément progressé parce que je partais vraiment de zéro. Après, je comprends que de montrer sa tête, de donner son nom, etc., ce soit un blocage. Mais je tiens quand même à dire qu'il n'y a pas que création de contenu comme side business. Je connais quelqu'un qui a un job complètement différent, qui aime cuisiner et qui fait traiteur. Et au départ, ça a juste été parce qu'à force de voir les petits fours, etc., quelqu'un lui a dit « Mais tiens, je fais mes 30 ans, tu peux pas faire quelque chose ?» Et puis c'est devenu le départ en retraite du tonton, etc., jusqu'au point où il a fallu refaire toute la cuisine pour avoir 2 fours quasi professionnels, etc. Enfin, tu vois, ça peut être le food truck, ça peut être tout ça. Et on parle de passion. Oui, c'est toujours mieux si ça démarre avec une passion. Mais si, ça peut être aussi purement monétaire. Vous pouvez décider à un moment de vous dire, moi, je vais faire un food truck le vendredi soir, samedi, dimanche, et puis peut-être que ça va devenir un business principal si vous vous rendez compte que ça gagne plus. C'est quand même plus normal si ça part d'une passion, parce que si ça part pas d'une passion, c'est probablement que dans votre job principal, il y a un souci et que vous pourriez le monétiser mieux. Je trouve ça un peu dur de devoir prendre un deuxième boulot, parce que c'est ça, hein, devoir prendre un deuxième boulot uniquement pour des critères financiers. Mais donc moi, oui, j'ai progressé tout au long. J'ai progressé en création de contenu. Je pourrais faire aussi du contenu plus rapide, mais c'est là où je suis revenu un petit peu en arrière, c'est-à-dire que je voulais faire du contenu fait un petit peu plus rapidement avant, et en fait, ça ne me convient pas. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit pour moi un minimum, que j'ai fait de la recherche, que ce soit scripté, etc. Et donc, je veux pas forcément trop m'éloigner de ça. Donc, mon side business, si tu veux, il n'a pas tant évolué que ça. Là où je considère plus une évolution, c'est sur la partie formation. Il faudrait que j'en fasse beaucoup plus. Formation, que ce soit en ligne ou en présentiel. Mais et un point qu'on va sûrement aborder aussi, c'est à quel point on apprend énormément en faisant tout ça, quoi, tout au long du chemin. Et ce qui pour moi est probablement le premier critère avant même le critère financier. Pour moi, parmi les autres prérequis, donc le premier prérequis, ce serait d'avoir une... Tu vois, quand je dis création de contenu, c'est savoir faire des discours de vente aussi, parce que même la personne qui veut créer un food truck va avoir besoin à un moment de passer à un niveau un peu plus supérieur, de se faire connaître, d'être capable de pitcher l'idée. Donc pour moi, il y a des choses autour de ça. Donc la création de contenu, discours de vente, capacité à faire connaître son activité. L'autre chose qui pour moi est très importante, c'est que si j'ai pu créer un side business, c'est
parce que je m'étais habitué à raccourcir le temps de la conceptualisation à l'exécution. Et plus ça va, plus je pense que la plus grande variable du succès, c'est ça. C'est est-ce qu'on est capable rapidement de passer de la conceptualisation à l'exécution. Et en fait, plus tu passes vite à la pratique, plus ça sort du fantasme. On peut passer beaucoup de temps à fantasmer des choses, à les rêver, à tourner le plan. Et je dirais que même je sais pas si c'était un peu comme ça, mais le côté peser le pour et le contre, on peut passer beaucoup de temps à peser le pour et le contre sur certaines choses. Et ce qui est important, c'est d'y aller, c'est de commencer. Et moi, je sais que j'ai mis beaucoup de temps parce que le moment où j'ai commencé à être passionné complètement pour la finance, c'est en 2020. C'est 2 ans après que j'ai commencé à créer le side business dessus, parce que non seulement il y avait des questions de comment est-ce que je vais vraiment pouvoir le monétiser, comment est-ce que je vais pouvoir gagner de l'argent avec ça, mais il y avait aussi des questions d'image. Donc quel message ça va envoyer de passer d'une discipline à l'autre? Est-ce que je vais pas d'une certaine manière écarteler mon avatar social? Et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce même type de problème aujourd'hui. Et puis des choses autour de pour qui tu te prends pour parler de ce sujet que tu maîtrises pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Donc c'est tout. On appelle ça souvent le syndrome de l'imposteur. Et pour moi, la manière de dépasser ça, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a le fait d'admettre qu'on n'est pas expert, mais d'avoir une aspiration à l'expertise. Pour moi, ça c'est très important. Donc se dire, je pars de loin, mais j'ai envie de me former, j'ai envie de progresser, j'ai envie de faire les choses sérieusement, et c'est passionnant. Et c'est ça d'ailleurs qui va permettre que sur le long terme, l'activité soit véritablement monétisable. Parce que au bout d'un moment, on aura véritablement des choses à apporter. Et je dirais que l'autre manière de dépasser ces choses autour du sentiment d'imposture, c'est ce qu'on documente, c'est le parcours. Et c'est ça qui est passionnant, c'est on se lance dans un nouveau domaine et on documente au fur et à mesure les étapes qu'on passe, les retours d'expérience. Donc pour moi, la meilleure manière de commencer la création de contenu quand on lance un side business, c'est mon objectif, c'est d'atteindre ça. Et mon plan pour progresser, pour me former, pour atteindre ça, ça va être de lire tel type de choses, de me former, d'oser tel ou tel type de choses. Et après, on peut faire de la création de contenu qui est simplement de partager avec le public différents jalons qu'on pose sur le chemin de cette quête vers une plus grande expertise et de plus grands accomplissements dans ce side business. C'est un piège dans lequel je suis tombé, le piège de l'expertise. Moi, ayant fait un side business dans mon expertise, j'ai beaucoup cru que c'était ma principale valeur ajoutée. Ça l'est en grande partie. Mais en fait, je me suis rendu compte que les gens, ce qu'ils veulent, c'est du partage d'expérience. Quelqu'un qui veut s'acheter une raquette de tennis, une voiture, etc., à votre avis, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Avoir Roger Federer qui leur parle d'une raquette de tennis avec les détails ou quelqu'un qui va fabriquer, qui va être un spécialiste dans les fibres des cordes, etc., ou est-ce qu'ils préfèrent avoir quelqu'un qui a priori leur niveau ou un peu au-dessus, mais qui ne soit pas forcément Federer, et qui leur explique, moi j'ai eu ça, je me suis fait une tendinite, depuis j'ai changé pour ça, j'ai remarqué que ça, maintenant j'utilise 2 raquettes, une pour ci, une pour ça. C'est ça que veulent voir les gens. Et en finance, c'est la même chose. Je fais parfois des émissions plus compliquées parce que j'ai un public qui est demandeur d'expertise, et je me dis que je peux l'amener et que je vois que c'est quasiment pas fait dans le public francophone, donc j'amène ça. Mais par moment, je sais bien que ce qu'attend mon audience, c'est plus mais comment je fais moi j'ai telle position, est-ce qu'il faut que je vende? C'est super de parler de return on equity, mais moi là je veux juste savoir s'il faut que je vende, je veux savoir combien d'actions je mets dans mon portefeuille, est-ce que tel ETF est mieux que celui-là, etc. Et souvent on s'imagine que notre audience a besoin de beaucoup plus de technicité que on essaye juste d'écouter des gens qui partagent notre passion et qui racontent ce qu'ils font. Finalement, je suis pas sûr que le niveau d'expertise soit si important que ça. Surtout, comme tu le dis, si tu admets honnêtement ton amateurisme, quel que soit le domaine, c'est souvent presque un plus. Mais je comprends en fait où tu en es, parce que toi, tu dois faire les deux. Il faut que tu sois tout le temps sur les deux sur les 2 piliers, parce que t'as une véritable valeur ajoutée. Moi, dans ma discipline de base, la rhétorique, je me verrais mal faire que des tutos. T'as besoin aussi de pousser un petit peu loin, parce que c'est aussi là qu'on apporte de la valeur. C'est parce qu'on connaît l'état de l'art, on est capable d'aller un peu plus loin dans la théorie, mais il faut les deux. Il faut s'adresser à des gens qui sont à différents moments du parcours,
On en revient pour moi aux deux piliers qui sont l'expertise et l'expérience. Il faut les deux. Et là, dans le side business que j'ai créé, je commence à avoir un tout petit peu d'expérience, mais j'ai très peu d'expertise. Et l'objectif, c'est de marquer des points sur les deux. Et par exemple, tous les trucs que je fais autour des options, c'est pour acquérir de l'expérience. C'est pour sortir un petit peu des sentiers battus, de ce que la plupart des gens font dans le domaine. Et j'apprends plein de choses le long du chemin. Et peut-être que, faut que tu me dises ce que t'en penses, mais au sein de ton domaine, est-ce que tu as parfois envie de faire de nouvelles expériences? Tu sais, moi je sais que dans le domaine de la rhétorique, des fois je suis tenté de me dire, mais tente quelque chose de nouveau, tu sais, du type, va persuader des gens au McDonald's de te filer un Big Mac supplémentaire, ou tu vois, de faire des choses où tu es vraiment dans le test, la pratique. Et dans le domaine de la finance, est-ce que tu es tenté de faire des choses comme ça, du type je tente de trader tel produit financier pendant un mois, ou... Oui et non. En fait, si je regarde ce que j'ai fait par le passé, c'est que oui, je vais le faire. Par exemple, sur les cryptos, tu vois, j'étais pas forcément fan de crypto, mais je me suis, entre guillemets, forcé à, j'ai ouvert mon wallet, j'ai testé un peu du Bitcoin, de l'Ether, etc. Regardez un petit peu comme ça fonctionne. Tu l'as dit, Realty, c'est exactement ça. Après... oui, je me force parfois, même si je suis pas le plus convaincu. J'investis dans des SCPI. On avait parlé de la forêt une fois. Enfin voilà, ce type de choses. Après, je me renseigne beaucoup, plus que je passe à l'action sur certaines autres choses. Mais la création de contenu, elle t'oblige à rester un peu au top de ton domaine, même si c'est pas des domaines qui t'intéressent. Tu vois, par exemple, les options. Les zero DTE, là, justement, les options qui ont une expiration le jour même, si je ne faisais pas de la création de contenu, jamais je ne m'intéresserais à ça. Jamais, ça ne m'intéresse pas. Les gens font ce qu'ils veulent avec leur argent. S'il y a quelques malades aux États-Unis, enfin malades ou pas, mais qui veulent jouer avec des tickets de loto, etc., ça ne m'intéresserait pas. Et même, les gens parfois surestiment énormément le temps que je passe à gérer mon propre portefeuille. Mais si je ne faisais pas de la création de contenu, le temps passé à réfléchir à la bourse, etc., ce serait 1 heure par semaine, parce que j'aurais mon portefeuille, je ne serais pas dans cette quête d'information, de tout le temps me challenger, de tout le temps réfléchir, et même quand je crois en quelque chose comme les ETF ou le DCA, je fais une vidéo qui va dire le contraire, parce que j'ai envie de me challenger, de challenger tout le monde en disant attendez les gars, on répète tous la même chose, c'est peut-être pas un peu, c'est vraiment 100% sûr ce truc-là, et donc l'apprentissage, il est énorme. Je passe l'aspect montage, vignette, graphisme, etc., tout ce que ça te pousse à faire, parce que on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais dans un side business, c'est là où c'est le plus facile à tester. Ça a très peu d'impact, etc. C'est marrant de tester là-dessus. Et l'apprentissage, il est même, tu vois, sur les réseaux sociaux, par exemple, si je gérais juste mes petits réseaux, mon LinkedIn, mon machin, je me poserais pas les questions que je me pose aujourd'hui sur comment marche l'algorithme YouTube, pourquoi j'ai une vidéo qui marche et une autre qui marche pas, mais même sur le marché de la publicité, à me dire mais pourquoi est-ce que le podcast avant c'était beaucoup plus facile à monétiser, maintenant c'est beaucoup plus dur, quels sont les types d'annonceurs, etc. Donc l'apprentissage en soi, il a une valeur monétaire, je pense, souvent bien supérieure à ce que le side business va rapporter. Je te propose qu'on ouvre un chapitre sur la création de contenu en tant que tel. Et là c'est intéressant parce qu'on est... je pense que ton side business en termes de création de contenu, ça ressemble plus à mon activité principale. Et parce que tu as une véritable expertise dans le domaine, donc t'es pas dans une optique de créer du contenu en 1 heure max. T'es plutôt dans une optique d'apporter un maximum de valeur en faisant du bon travail. Et moi là, je voudrais vraiment m'adresser aux personnes qui ont qu'1 heure par jour à consacrer à leur side business et leur dire moi comment j'ai fait pour créer du contenu facilement et rapidement. Le premier truc, c'est que il faut pas trop vous prendre le chou avec quel va être mon setup. Je vous dis ça parce que j'ai vu beaucoup de gens qui se disaient je vais commencer à créer du contenu, notamment des gens assez avancés qui avaient des positions de cadre. Je crois que le plus caricatural c'était un avocat qui a voulu commencer à faire des vidéos pour vulgariser le droit. Le gars, il s'est créé un studio chez lui.
avec fond vert, matériel pour les interviews, matériel pour se filmer, etc. Il a vraiment investi beaucoup. Il a passé peut-être 6 mois à se créer un studio parfait. Il a pas fait une seule vidéo, le gars. Il a pas fait une seule vidéo parce que il s'était lancé dans une telle idée que quand ça sort, il faut que ce soit absolument parfait, etc. Donc vous prenez pas trop le choix avec ça. Vous pouvez faire des très bonnes vidéos avec un smartphone. Ça, j'ai testé en fait le format vlog où j'ai juste mon smartphone, même pas un micro-cravate. On peut faire des très bonnes vidéos avec simplement un smartphone. Vous avez besoin de logiciels de montage gratuits. CapCut, c'est très bien. Si vous avez un Mac, iMovie c'est très bien, mais sinon CapCut, vous pouvez faire quand même des choses qui sont assez intéressantes. Vous avez besoin d'un logiciel d'édition de vidéo gratuit. Vous allez trouver GIMP, c'est hyper facile pour faire les miniatures. Vous allez trouver des tutos pour la plupart des choses. Et si j'étais vous, la première vidéo que je ferais, ce serait une vidéo qui est plus pour vous que pour votre public. Parce que vous n'avez pas encore véritablement de public, donc moi je ferai une première vidéo pour simplement vous assurer que vous comprenez bien ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Donc une vidéo avec simplement un discours du type voilà, je suis un tel, j'en suis là dans ma vie et j'ai eu besoin de me lancer un nouveau défi. J'ai eu besoin de me lancer un nouveau défi dans tel domaine parce que c'est important pour moi. Moi je ferai une vidéo de ce genre-là, donc vraiment pour clarifier vos envies et de simplement de partager avec le public ce à quoi ils peuvent s'attendre. Pour atteindre cet objectif, j'ai envie de commencer une fois par jour à faire ci, quelques fois par semaine à faire ça, et notre objectif c'est qu'au fur et à mesure on progresse dans tel domaine. Ça, comme première vidéo, ça suffit. C'est juste un petit discours pour vous assurer de la direction que vous voulez prendre. Et ensuite, je ferai une stratégie de contenu autour de simplement 2 piliers. Le premier pilier, ce serait du retour d'expérience où vous expliquez où vous en êtes sur votre défi. Moi, c'est ce que je fais sur ma chaîne. C'est, voilà, j'ai investi tant, j'ai tant de dividendes qui sont arrivés. Je suis satisfait de ça et pas satisfait de ça pour cette année. L'année prochaine, je vais tenter de mettre en place telle ou telle stratégie. Donc, juste des retours sur là où on en est. Et à côté de ça, je ferai du contenu qui vise à ramener du monde sur la chaîne. Et là, je ferai du commentaire de nouvelles. Quel que soit votre domaine, vous avez tout un tas de contenu qui sort tous les jours. Ce contenu est déjà optimisé pour attirer la curiosité des gens. Donc vous allez sur Google Alerts, vous configurez un certain nombre d'alertes dans votre domaine. Moi, dans mon domaine, j'ai des alertes du type bourse, crypto, finance, clash, arnaque. Enfin voilà, des choses aussi qui peuvent taper dans la curiosité. Influenceurs, TikTok. Enfin, j'ai mis un certain nombre de choses. Et tous les jours, Google m'envoie un certain nombre d'articles. Et si j'ai pas quelque chose à dire sur ma propre expérience, eh bien, je vais partager une nouvelle avec le public, la commenter, la juger, et ça permet comme ça d'avoir du contenu qui est extrêmement facile à faire. Et vu que c'est un side business, au début, vous n'avez pas besoin de faire tellement plus que ça. Au fur et à mesure, vous allez progresser, vous allez grandir, mais moi, ma chaîne YouTube Finance, je l'ai fait décoller avec ça. Je l'ai fait décoller en bombardant de vidéos qui me demandaient absolument aucune préparation. Alors évidemment, c'est là que c'est important d'avoir un petit bagage dans la création de contenu, c'est que au début, quand vous allez être tout seul face à votre caméra, vous saurez pas tellement quoi dire, vous saurez pas comment organiser votre discours, comment commencer, comment terminer. Mais ça vient très vite. La capacité à improviser à partir d'une petite idée de départ, c'est quelque chose que vous allez développer assez rapidement. Donc moi, je ferai du contenu comme ça. D'un côté, du contenu de réaction, et de l'autre côté, du contenu où vous entretenez les gens sur là où vous en êtes. Et ce qui va se passer, c'est que le public va s'attacher à votre personnalité. Les gens vont trouver ça sympa que vous ayez certains types de réactions, que des fois vous soyez emporté par certains sujets. C'est très important ça, moi j'insiste là-dessus parce qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, vous avez intérêt à avoir une personnalité. Parce que de plus en plus, les idées, la matière, la théorie, ça devient une commodité. Sauf si vous avez un niveau d'expertise élevé, et là vous pouvez apporter vraiment quelque chose, des idées originales. Ce qui va être très important, c'est que vous soyez fun, sympa, que vous ayez, que vous ayez des aspérités qui font que le public s'attache à vous. Donc le fait de vous exercer comme ça, à partir d'une nouvelle, et ce que vous apportez, c'est si vous pouvez, vous allez apporter un petit complément théorique. Mais si ce que vous apportez, c'est plus ma vision du monde, mon caractère, mes émotions, mon jugement, ça va être intéressant pour le public de nouer cette relation. Donc comme point de départ d'une chaîne YouTube, je pense que c'est très bien parce que ça vous demandera pas beaucoup de temps. Et après, vous allez aller vers des études de cas. Après, vous allez aller vers des choses qui sont théoriques. Vous allez apporter de la valeur sur le plan intellectuel. Mais au début, lancez-vous avec ça et ça va permettre de lancer la machine parce que pour moi, c'est le plus important.
Moi, ce qui m'a énormément aidé, ça a été le fait de me mettre des contraintes temporelles très, très strictes. Parce que j'en connais, hein, comme toi, tu me parlais de l'avocat qui s'est jamais lancé, j'en connais d'autres. Hein. Moi, dès que quelqu'un me demande un conseil sur le micro, comment tu fais ta miniature, etc., je me dis, c'est mal parti. C'est comme tous ces entrepreneurs qui veulent créer leur boîte et la question, c'est qu'est-ce que je fais comme logo, quel est le nom de la boîte ou le design du site internet. Et on serait surpris, hein. Il y a beaucoup de gens... voilà. Moi, le fait d'avoir une contrainte horaire, c'est-à-dire de se dire, je sais pas, peut-être que c'est le dimanche matin, je fais 2 heures le dimanche matin, je m'y mets de 9 à 11 et à 11 heures, j'ai mon contenu qui sort ou qui est programmé pour plus tard dans la semaine. Mais se mettre cette contrainte-là, alors moi, j'avais plus de temps, comme tu le dis, moi je me suis fixé 2 fois 4 heures. Mais dans ces 4 heures-là, c'était l'époque où je démarrais dans l'immobilier. Donc moi, j'avais tout un ensemble à refaire. Donc j'avais cette grosse pression de devoir poser du parquet, poncer des poutres, mettre des cuisines, etc. Et quand ce travail-là serait terminé, je pourrais toucher des loyers. Mais avant ça, j'ai une grosse période sans revenus. Donc j'avais cette pression-là, plus ma femme qui me disait « Ouais, t'es gentil avec ton contenu de finance, mais bon, l'important, c'est quand même le côté immobilier. C'est vraiment un side business pour le coup. » Donc j'avais bien conscience que c'était un side business. Donc je me fixais entre trouver l'idée, entre, on va dire, 9h et midi, je devais trouver l'idée, scripter, tourner, faire le montage, loader sur YouTube, faire la miniature, écrire la description, etc. Et à midi, ça devait sortir, c'était fait. Maintenant, je fais un petit peu différemment. Maintenant, je cherche des idées un petit peu tout le temps, je me les note. Enfin, je suis un peu mieux organisé, heureusement. Mais le fait d'avoir cette contrainte et de se fixer un temps dans la semaine, parce que ça reste un side business. Si vous commencez à faire ça au boulot, si vous commencez à faire ça en prenant sur votre temps de famille ou autre, ça va pas aller. Ton concept d'1 heure, c'est top. Je sais pas si c'est faisable pour beaucoup de monde parce que tu as quand même beaucoup d'expérience. Mais si vous vous fixez typiquement un soir où vous êtes tranquille ou le matin un matin du week-end et que votre truc il sort. L'objectif c'est que c'est publié quoi. T'appuies sur le truc, c'est publié. Il n'y a pas de miniature, c'est pas grave. La miniature est pourrie, c'est pas grave. Il n'y a pas de description, c'est pas grave. Tout ça c'est du détail. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Le temps de passage à l'action, il est clé. Ouais, il y a une chose importante dans ce que tu as dit que je vais développer. Mais oui, et des fois c'est moins d'1 heure. En fait, j'ai pas le choix parce que je me mets sur ma chaîne finance juste avant l'heure des papas, tu vois. Ouais. Donc j'ai fait mon travail, j'ai avancé sur la formation que je dois créer, j'ai eu 1 ou 2 personnes en coaching, enfin j'ai fait ma journée de travail classique et à la fin je me lance j'ai même pas réfléchi à une idée de contenu, tu vois. Je me lance, soit je regarde s'il y a un article, soit je regarde si j'ai envie de faire un nouvel investissement, bim, j'allume la caméra et je parle. Donc j'ai vraiment pas le temps et j'essaie de pas trop bugger pendant l'épisode pour qu'il y ait pas de trop d'édition. Après, j'importe le fichier, je le coupe et je le publie. Et après, c'est intelligence artificielle pour la miniature et c'est des processus qui sont... Donc, c'est vraiment max 1 heure du moment où je m'assois devant mon bureau et jusqu'au moment où je publie. Ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est le côté avec ton hobby, maintenant il va falloir passer aux choses sérieuses. Il faut arriver à dépasser ça. Parce que évidemment, au début, dans votre side business, vous allez y passer trop de temps, vous aurez l'air bête, parce que ce sera nouveau, parce que vous êtes en train d'être une nouvelle personne, et on est vulnérable. Hein. Si toi ça va parce que t'es le domaine de la finance, mais je pense à quelqu'un qui est aujourd'hui manager dans tel ou tel domaine et qui se dit, je sais pas, j'ai une passion pour l'écriture, j'ai envie de commencer à faire un atelier d'écriture en ligne ou n'importe quoi. On est vulnérable parce que on n'a pas encore de revenus, on fait pas encore de vues et les gens vont nous dire arrête de te prendre pour un autre. Il faut arriver à dépasser ça. Et moi ça je l'ai vécu très fort quand j'ai fait la transition de l'université vers YouTube. Les gens se moquaient de moi. Mais arrête de te donner en spectacle sur YouTube, ça marche pas, regarde, ça fait pas de vues, etc. Il faut arriver à dépasser ça et à enclencher ce moment où il y a une décorrélation entre le temps qu'on consacre au travail et les revenus qu'on reçoit. Donc au début, vous allez investir beaucoup de temps et d'énergie, peut-être même un peu d'argent, et vous aurez peu de retours. Et après, il y a un effet cumulé qui s'enclenche. Et pour moi, ça m'amène à un deuxième point. Et j'ai beaucoup aimé l'épisode qu'on a fait là-dessus. C'était l'investissement sur soi.
investir sur soi, est-ce que c'est une bonne idée, comment, pourquoi, etc. Et moi, j'ai mis longtemps en fait à capter ce truc, parce que pour moi, investir, c'était effectivement, on met de l'argent, il travaille. Mais le fait d'investir sur soi, ça demande quand même pas mal de confiance. Parce qu'on peut se dire, justement, j'ai envie de me diversifier, mais imagine, j'investis sur moi, mais en fait, je suis un blaireau et je suis en train de, je suis en train d'investir dans un couteau qui tombe. Il faut avoir vraiment confiance en ça. Le fait d'investir, c'est quelque chose qui marche. Moi, une chose qui m'a beaucoup aidé au moment où je me suis lancé dans la création de contenu, c'était de me créer une bulle de gens qui l'avaient fait. Donc j'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts, les podcasts d'Antoine BM, les podcasts d'Oussama Hamar, les podcasts de Gary Vaynerchuk, de gens qui te bougent, qui te motivent, qui te disent que c'est possible. Et puis surtout, pour limiter un peu le champ des possibles, j'ai suivi des formations. Moi, j'ai suivi des formations chez Antoine parce que j'avais absolument aucune idée de ce que c'était qu'un discours de vente. Et donc le fait de suivre un discours là-dessus, ça aide. Au début, quand j'ai voulu, ça faites jamais ça, mais moi je suis passé par l'idée, je vais créer un site web. Faites pas ça. Commencez pas par créer un site web, vous avez pas besoin de site web, vous avez besoin de réseaux sociaux. Et donc ça veut dire que j'ai suivi des formations sur comment est-ce qu'on s'occupe d'un site sur WordPress, etc. Et en fait, c'est des super investissements. Et donc c'est vrai que sur soi, on peut avoir un très bon retour sur investissement. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en soi, dans le fait qu'on va réussir, dans le fait que ça va marcher, et arriver à se créer une bulle où on essaie d'exclure un petit peu les personnes qui sont malveillantes, qui vont douter, qui vont nous regarder de haut, parce que la plupart des gens vont avoir besoin de se conforter dans leur routine. Et quand on commence à sortir de ça, à briser ça, il va y avoir encore une fois des résistances en nous et autour de nous. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait ces épisodes, c'est pour vous motiver, pour vous dire que, enfin voilà, on espère que ça vous intéresse, parce que c'est plus un podcast finance, mais la dimension entrepreneuriale, c'est important. Moi, je trouve ça trop cool de savoir que quand je vois les performances de mes vidéos YouTube et que je sais que la YouTube Money, c'est quelque chose que je vais pouvoir directement réinvestir dans mon portefeuille, ça me motive énormément, c'est génial. Je rebondis sur la partie personnalité, parce que ça, je pense que ça peut bloquer certaines personnes. En fait, tu le dis pour dire venez comme vous êtes, comme on dirait chez McDo, ça va plaire, soyez libres, etc. Mais tu vois, moi, au départ, je me disais, j'ai une personnalité un peu lisse, tu vois, je laisse rien transparaître dans mes vidéos, etc. Et j'ai compris avec le temps qu'en fait, on me disait « Ah, c'est cool, Xavier, il est bienveillant, Xavier, il est pédagogue, Xavier, il stresse pas, même quand les marchés s'effondrent, il reste calme. » Et il y en a qui m'ont dit, et c'est probablement l'un des plus beaux compliments, ils m'ont dit « Ah, mais moi, j'ai tenu pendant les périodes de crise, etc. Je suivais beaucoup de personnes qui paniquaient, et grâce à toi, j'ai continué à investir, etc. Et puis maintenant, je suis content, et mon portefeuille est au plus haut, j'ai pas craqué. Merci, parce que même quand ça panique partout autour, etc. » Et donc c'est pour ça, forcez pas votre personnalité. Tout le monde n'est pas le rigolo de la classe, tout le monde n'est pas l'extraverti, pas besoin du tout d'être extraverti pour faire de la création de contenu. Déjà, vous pouvez toujours faire de l'écrit, vous pouvez faire des posts LinkedIn, vous pouvez faire du Twitter, tout ce que vous voulez, mais même pour passer à l'écran, moi je suis tout sauf un extraverti, enfin je suis même plutôt le contraire. Mais la création de contenu, c'est autre chose. Justement, vous êtes chez vous, vous pouvez prendre le temps, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous ne serez pas interrompu. Si vous préférez un format interview, vous faites un format interview. Si vous préférez un format de 2 minutes, vous faites un format ou des shorts ou peu importe. Donc je pense que ça correspond à tout type de personnalité. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « c'est pas pour moi » parce qu'ils font l'amalgame entre faire des vidéos, des shorts ou peu importe, et puis être le rigolo de la classe, être l'extraverti qu'on n'était pas forcément au lycée. Et en fait, ça n'a rien à voir. Gardez votre personnalité, et en fait, votre personnalité va vous attirer une audience qui vous correspond. Et ça, c'est vraiment fou. C'est que les personnes, à part quelques-uns qui se sont plantés, qui sont tombés par hasard, quelques haters qui vont vous mettre des commentaires, mais les gens, ils vont vous correspondre sur plein d'aspects. Que vous soyez un excité, un calme, un rigolo, ou peu importe, un analyste. Et ça, je l'ai encore plus vu en rencontrant des gens en vrai, avec le temps. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'à force, vous faites une... Alors, je ne suis pas fan du terme communauté, mais parce que ce n'est pas vraiment une communauté, mais vous faites une audience, en tout cas, qui vous correspond et avec qui on peut échanger vraiment. Voilà. Donc, quelle que soit votre personnalité, ça marche. C'est un point qui est très important, et il y a cet effet d'habituation du public, et le public va nous ressembler,
Et plus on est honnête avec notre personnalité, plus on va se créer un écosystème bienveillant, parce qu'on va attirer des gens qui vont venir pour les bonnes raisons. Alors que si on crée du contenu en se prenant pour un autre, on attire des gens qui, ça matche pas. Donc, et puis ce qui va se passer aussi, ça je l'ai un peu vécu, c'est quand vous allez commencer à créer du contenu, les gens vont commencer par vous associer à quelqu'un d'autre qui est plus connu que vous. Ça peut très facilement se produire et vous allez avoir des effets de comparaison du type t'es la version bas de gamme de un tel ou un tel. Et c'est normal. Les gens essaient de mettre du connu sur de l'inconnu. Donc vous émergez, personne vous connaît et les gens vont vous plaquer des schémas qu'ils connaissent déjà. Mais plus vous allez faire de vidéos, plus vous allez vous différencier. Et c'est un point aussi, on dit souvent pour que ça marche, il faut trouver sa niche, il faut trouver son propre facteur différenciant. Et c'est là que les gens se font avoir. C'est là que les gens se disent j'aime différencier en mettant un entonnoir sur la tête. C'est pas ça le point. C'est que on est différent, enfin de base on est différent, il y a pas deux personnes qui ont la même histoire. Et ce qui va se passer, c'est que la répétition des contenus va permettre aux gens de saisir les différences les aspects spéciaux, les aspects spécifiques de notre personnalité. Donc il y a vraiment un intérêt à publier régulièrement en essayant de... Vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler, mais en laissant transparaître qui vous êtes vraiment, et les gens après vont vous apprécier pour ça. Parce que on est unique, mais on va faire écho avec des gens qui ont des aspérités pour nous. On parle beaucoup de création de contenu, mais juste pour spécifier, parce que moi c'est quelque chose avant qui n'était pas spécialement clair, mais la création de contenu vous permet de vendre quelque chose. Et quoi que ce soit, je parlais de quelqu'un qui fait du traiteur, ça peut être quelqu'un qui fait, je sais pas moi, des couronnes de Noël à mettre sur les portes, de la décoration, peu importe en fait. Aujourd'hui c'est le canal marketing que vous pouvez démarrer avec rien. Et qui est le plus puissant, c'est ça qui est fou. Donc quelle que soit votre passion, même si c'est les montres, même si c'est un sport, peu importe, le fait de démarrer par la création de contenu, c'est vraiment le plus facile en fait. Ça va prendre du temps, enfin c'est pas le plus facile, c'est le plus facile mais c'est pas le plus simple. Donc c'est facile à faire, ça va vous demander peu d'argent, etc. Et à la fin, une fois que vous aurez votre audience, etc., là vous pourrez monétiser par différentes manières. Mais c'est pas parce qu'on parle création de contenu que ça touche pas quelqu'un qui est passionné qui veut vendre un produit, même un produit physique en fait. C'est le marketing d'aujourd'hui, ça passe quasiment exclusivement par ça, en tout cas pour quelqu'un qui se lance en tant que particulier. Les artisans avec lesquels je suis en contact, moi qui s'occupent, je sais pas moi, du toit, de la salle de bain, etc., ils ont tous une stratégie de contenu maintenant. Ils vont souvent faire des vidéos avant-après, où ils vous montrent avant le chantier, après le chantier, et parfois ils vont faire aussi des petits tutos, parce que ils savent bien que une personne va faire plus confiance à quelqu'un qui a déjà partagé son expertise. Donc oui, on peut faire des side business dans à peu près n'importe quoi, quelle que soit notre passion. Je pense que c'est important quand même de se projeter un petit peu plus loin. Si vous êtes passionné de séries Netflix, peut-être que vous allez être assez limité parce que vous allez pouvoir faire un business sans problème, vous allez parler de la dernière nouveauté, vous allez faire un commentaire sur tel ou tel épisode, sur tel ou tel acteur, vous allez pouvoir faire un contenu qui a priori va marcher, il y aura une assez bonne saisonnalité, mais vous aurez peut-être des limites en termes de monétisation. Parce que une fois que vous avez mis votre lien d'affiliation pour que les gens puissent commander le coffret DVD, ou alors votre lien d'affiliation si ça existe pour les abonnements Netflix ou ce genre de choses, vous pourrez pas aller vers une activité de consulting. Et pour moi, c'est assez important d'aller vers une activité de consulting. Vous pourriez imaginer, vous projeter en vous disant, je vais devenir un tellement fin analyste de séries Netflix que je pourrais donner du consulting sur comment on fait une histoire qui marche, sur comment on fait un discours qui marche, etc. Ce sera un peu tiré par les cheveux. Donc ça vaut la peine quand même de vous demander, ça ressemble à quoi un professionnel dans ce domaine. Donc si vous vous lancez dans vous avez envie de faire plus de sport, d'être en forme, etc., demandez-vous un professionnel là-dedans, ça ressemble à quoi? Pareil, si votre passion c'est la cuisine, demandez-vous un professionnel là-dedans, ça ressemble à quoi? Parce que au début, pour moi, side business, c'est ça. C'est vous créer du contenu et les sources de revenus vous demandent pas un travail supplémentaire.
Donc l'affiliation, ça demande pas un travail supplémentaire, la publicité YouTube, ça demande pas un travail supplémentaire, mais un side business, si c'est vraiment votre passion, ça peut évoluer pour devenir ensuite votre business principal. Et là, c'est important qu'il y ait des choses qui ressemblent à consultant, coach, formateur. Donc projetez-vous à ce niveau-là, parce que sinon vous risquez d'être trop dépendant d'une seule source de revenus. Et il y a quand même un truc, je suis d'accord avec toi sur le côté Netflix, mais il y a quand même un truc qui est assez dingue, c'est quand tu commences ce genre de truc, tu sais pas du tout où ça va te mener. Tu n'as aucune idée. Peut-être que tu vas monétiser d'une manière complètement différente. Et alors, ce qui se passe souvent, c'est que ça fait rencontrer des gens de ce domaine qu'on n'aurait jamais rencontré ailleurs, parce qu'on dit oui, l'affiliation. Mais certaines fois, c'est juste, je reviens, vous êtes passionné de montres, donc vous parlez des différentes marques de montres, etc. Vous allez potentiellement vous faire peut-être juste suivre à un moment par un grand magasin, etc. Et là-dessus, il faut sauter sur les occasions. Dès que quelqu'un commente et qu'il est un peu dans... Il faut contacter. Et ça peut vraiment mener à des collaborations qui sont... Parce que l'affiliation, c'est pas juste je mets un lien Amazon pour gagner de l'argent. C'est peut-être que vous allez être contacté, vous allez créer des liens, vous allez... on va vous donner des... peut-être on va vous prêter des montres pour que vous puissiez les regarder, etc. Peut-être visiter après des magasins, voir des montres extraordinaires, etc. Donc ça vous mène à des endroits que vous n'auriez pas imaginé. Donc je suis d'accord avec toi sur des trucs qui sont type Netflix où il n'y a pas non plus forcément une valeur ajoutée énorme, mais très souvent on ne sait pas du tout où ça va nous mener et même très souvent comment on va gagner de l'argent. Mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Ouais. C'est bien d'y penser, hein, c'est bien de l'imaginer, mais ça doit pas être forcément un frein. Ouais, mais souvent on se restreint déjà à ce stade. Je pense c'est ça la valeur de se projeter, c'est quand même quand on fait ce petit travail ça fait que les choses arrivent plus vite. Les choses arrivent plus vite parce que tu as quand même beaucoup de youtubeurs, de créateurs de contenu qui arrivent à avoir une audience importante et les gars sont pauvres de chez pauvres parce qu'ils savent pas comment monétiser. Donc un jour ils ont un mot plus haut que l'autre et leur partenariat est coupé, et ils se retrouvent le bec dans l'eau. Donc c'est important quand même de se projeter dans toutes les différentes manières dont on pourrait monétiser ça et effectivement aussi se laisser porter par les opportunités, parce qu'il faut pas oublier que vous devenez un média. C'est ça qui est génial. C'est, tu vois, nous, rien qu'avec ce podcast, on a pu être en contact avec des professionnels qui étaient très intéressants dans leur domaine, parce que il y avait cette dimension d'affiliation, mais au-delà de ça, il y a des produits, des entrepreneurs, et donc vous devenez un média. Et un média, ça peut aussi partager d'autres aventures que la sienne, et donc c'est une très belle aventure. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux développer sur le side business? Non, je pense que on a un peu tout dit. Moi, ce que je voulais dire, mais je le redis, on apprend beaucoup. On rencontre des gens, on rencontre beaucoup de gens qu'on n'aurait pas rencontrés. Ça remotive aussi énormément. Ça rend beaucoup plus confiant parce que ça permet d'avoir des succès en dehors de son business principal. Un des gros avantages aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas monter une boîte parce que pour eux, monter une boîte, c'est à des bureaux, t'embauches des gens, etc. Donc ça fait rentrer dans l'entrepreneuriat par la petite porte. En fait, on se rend même pas compte qu'on rentre dans l'entrepreneuriat. Souvent, on démarre son petit machin, etc. Puis au bout d'un moment, on se dit, si finalement j'ai un chiffre d'affaires, finalement j'ai des coûts, j'ai un bénéfice. Oui, tu vois, et oui, ça y est, maintenant on est entrepreneur et on est devenu entrepreneur sans s'en rendre compte et peut-être même en restant salarié. Donc, comme je disais, ça apporte beaucoup plus que juste un revenu complémentaire. Absolument. Et autant on peut être critique avec le système français, autant le régime de micro-entreprise, c'est vachement bien. Parce que c'est quelque chose où vous pouvez créer une structure. Ça met 1 heure. Enfin vraiment, ça met 1 heure d'ouvrir le truc. C'est pas une blague. Il y a pas de frais. Faites gaffe quand vous allez ouvrir votre micro-entreprise parce que vous allez tomber sur des trucs, des scams où on va vous dire on fait le dossier pour vous, tout le monde fait ça coûte 100 €. Faites gaffe, c'est gratuit d'ouvrir une micro-entreprise, donc vous faites pas avoir. Et ce qui est super, et c'est assez rare parce que souvent quand on se met dans un régime comme ça, on commence à devoir payer des choses de façon trimestrielle, même si on fait pas encore du chiffre d'affaires. En Belgique, il y a des trucs comme ça où pour se mettre indépendant, on paye avant même de savoir si on va faire du revenu. Là en France, non, vous êtes imposé seulement sur une partie des revenus que vous aurez générés, donc vous pouvez créer votre micro-entreprise pour officialiser le truc, et vous paierez peut-être 21, 22, 23% du chiffre que vous faites, et c'est vraiment bien.
Donc ça peut être aussi une étape importante pour officialiser les choses, de vous renseigner sur la micro-entreprise, et c'est hyper facile à faire. Pour le coup, j'ai une vraie grosse névrose administrative et je l'ai fait sans problème en fait. Il y a pas eu de bug. Est-ce qu'on ouvre la section valeurs? Qu'est-ce que t'en penses? Avec plaisir, vas-y, je t'écoute. Donc, moi, j'ai quelque chose pour vous, parce que j'ai créé une formation sur la manière dont on peut faire un side business, parce que c'était pour clôturer cette première année d'exercice de ma micro-entreprise. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de créer une formation qui permet de reproduire quelque chose qui ressemble à ce que j'ai fait. Et donc, le critère que je me suis fixé et la manière dont j'ai organisé la formation, c'est que c'est une série de leçons, une série de séances que vous devez faire en 1 heure. Et donc l'objectif, c'est que vous consacriez d'abord 1 heure par jour aux différentes leçons de cette formation, et qu'après cette heure par jour, vous la remplaciez par des séances où vous faites maintenant ça en parallèle de votre travail principal. Vous avez mis les choses en place et vous avez pris cette routine de consacrer 1 heure par jour à votre side business. J'ai fait cette formation en 3 parties. La première partie, c'est vraiment sur la définition du projet, et j'ai trouvé des manières assez simples de faire des études de marché pour s'assurer qu'on ne tombe pas dans une niche qui ne sera pas rentable. Donc je montre comment c'est possible assez rapidement de balayer la thématique pour pas partir dans une voie de garage, bien définir les objectifs qu'on a avec cette micro-entreprise, comment on trouve l'idée, comment on la développe, comment on teste le potentiel de monétisation et comment on teste le potentiel de création de contenu. Assez rapidement, il faut se faire une idée des différents types de contenus qu'on pourra créer au sein d'une thématique. Le deuxième temps de la formation, c'est consacré à la création de contenu en tant que tel. Et donc là, on aborde tous les détails, parce que ce qui est bien, c'est que je peux filmer mon écran et vous montrer les détails qui peuvent être parfois un peu embêtants, à savoir le montage. Concrètement, comment on fait une miniature avec des outils gratuits. Je vous montre toutes les étapes du processus, et également les types de contenus qu'on peut créer. On en a déjà parlé dans cet épisode, pour que ça ne prenne pas plus d'1 heure par jour. Donc il y a une partie sur la création de contenu. On fait les 2 premiers types de vidéos ensemble. Donc là, je vous accompagne étape par étape pour que vous ayez publié vos premières vidéos. Et après, on parle plus généralement d'un calendrier de création de contenu qui va vous permettre que ça fonctionne sur le long terme. Et évidemment, dans la dernière partie, on parle des différentes sources de monétisation. La chose que j'ai testée cette année, c'était nouveau, c'était de monétiser avec du contenu exclusif. J'ai ouvert une page Patreon pour voir comment ça fonctionnait, les types de contenus qui font que les gens vont se dire j'en veux plus, je suis prêt à payer un petit quelque chose pour pouvoir avoir plus de contenu, et c'est quelque chose qui fonctionne pas mal. Je parle également de comment est-ce qu'on peut espérer atteindre la monétisation YouTube, les types de contenus qu'il faut créer pour faire suffisamment de vues pour que ça marche. Et je fais également tout mon retour d'expérience sur l'affiliation, mais également sur le coaching, parce que le coaching, c'est une assez bonne manière de monétiser une activité. Je fais pas du coaching sur ce side business, mais sur le side business finance, mais j'ai une expérience avec le coaching dans le domaine de la rhétorique. Donc je partage également comment est-ce qu'on peut faire une page de vente efficace pour vendre les coachings. Et l'objectif, encore une fois, c'est que vous consacriez pas plus d'1 heure par jour d'abord aux différents temps de ces formations, et ensuite que vous remplaciez ce temps de travail au sein de cette formation par vos séances de travail pour faire grandir votre side business. Ce que j'ai fait, c'est que comme d'habitude, quand je lance une formation, il y a un prix de lancement qui est très intéressant. Et le prix de lancement est valable jusqu'au premier. Moi, je fais comme ça, je fais mes ventes de formation 1 fois par mois. Et donc là, vous avez le prix de lancement de cette formation jusqu'au 1er janvier au soir. Et si ça vous dit, vous êtes les bienvenus. Et j'ajoute une chose, parce que c'est quelque chose qui est assez original dans le domaine du business en ligne, c'est que c'est des formations avec des interactions. C'est-à-dire que à chaque étape, vous pouvez me montrer ce que vous avez fait, vous pouvez montrer le contenu que vous avez créé, vous pouvez montrer ce que vous avez produit dans les différents types d'exercices, et je vous fais un retour dessus, parce que c'est aussi une manière pour moi de grandir et de progresser là-dedans. Donc n'hésitez pas, je sais qu'il y a des gens qui suivent mes formations sans solliciter mes retours.
faites pas ça. Enfin voilà, vous pouvez vraiment au fur et à mesure me tester auprès de moi si vous êtes sur de bons rails. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et l'autre chose qui est un peu différente par rapport à d'autres formations que vous pouvez trouver, c'est que je les mets à jour. C'est que vu que je suis tout le temps en train de trouver des choses, bah en général vous allez avoir 1 ou 2 mises à jour par an des formations. Et j'aime bien cette idée que le produit va grandir avec moi et grandir avec vous. Donc j'ai mis le lien normalement sous la description de cet épisode. Donc si ça vous dit, vous êtes les bienvenus. Et justement, j'allais te demander le lien, donc oui, il sera en description. Mais sinon, on les trouve où tes formations? Parce que tu n'as pas de site internet, tu n'as pas un Victor Ferry, un site comme ça qui regroupe tout? Ou dans l'ensemble, c'est sous tes vidéos? C'est quoi, pas un site Victor Ferry parce que je l'ai eu. Ouais, ah non, je l'ai eu pendant un moment, mais c'est trop de boulot. C'est trop de boulot d'avoir un site WordPress. Donc j'ai tout rassemblé sur Podia, qui est une plateforme qui permet d'héberger tout, et c'est joli. Les gens ont un espace membre qui est sympa. Donc le lien vers l'ensemble des formations, il est normalement sous mes vidéos de la chaîne principale. Mais la manière dont je fonctionne, les gens découvrent mes formations parce qu'ils lisent mes articles. Donc j'ai fait un tunnel de vente comme ça où j'envoie des leçons de rhétorique 1 ou 2 fois par mois, et c'est là que je vends mes formations. Et souvent les formations, je les crée parce que c'est ça le cercle vertueux, c'est que je me dis j'ai envie de développer cette idée-là, et donc là j'ai pas lancé une formation sur le side business avant d'avoir un side business, et je me suis dit mon objectif ça va être de créer un side business et de m'assurer que ça fonctionne, et une fois que j'ai débloqué l'accomplissement, bah là j'ai une bonne idée de produit. Donc là c'est un processus d'1 an, donc c'est une formation qui est assez longue et qui est assez riche, mais souvent ça va être des petits objectifs ponctuels, du type est-ce que je peux pas gagner du temps avec ChatGPT, et donc je vais me mettre à fond pendant 1 mois sur comment je peux utiliser ChatGPT dans la création de contenu, et à la fin de cette expérience je pourrais créer un produit. Mais c'est assez sain, et j'espère que les gens qui vont suivre cette formation, ou simplement les gens qui vont écouter ce podcast, vont se mettre dans cette optique-là, se fixer l'objectif à la fin de ce processus de travail sur moi, je serai capable d'apporter de la valeur aux autres. Donc si quelqu'un me demande comment t'as fait, bah, je suis capable de lui expliquer d'une manière qui est suffisamment efficace pour qu'il ait envie de payer pour ça. Ça nous motive en fait. Donc, je sais que toi tu t'es lancé beaucoup plus récemment dans l'activité qui est autour de la formation et du coaching dans la finance, mais tu vas adorer ça, et tu peux créer tellement un cercle vertueux entre les problématiques que les gens te mettent sur le papier et ensuite le contenu que tu peux créer pour une plus large audience. C'est génial. Non, mais je vois bien. Typiquement, je fais très très peu de coaching individuel. Mais quand j'en fais, ça m'aide aussi beaucoup. Enfin, j'aide la personne, heureusement, je suis là pour ça. Mais je comprends mieux les questions qu'on peut se poser, qui sont parfois, parce que ça fait longtemps que je suis dans le domaine, que je me pose plus. Ou parfois même, c'est des très bonnes questions qui me font replonger, moi, et que je dois retravailler un petit peu. Et on me pose pas assez de questions simples. Je suis surpris, en fait, beaucoup de gens devraient poser des questions beaucoup plus simples, parfois, sur le fonctionnement d'une entreprise ou de la bourse. Tu vois, beaucoup de gens se posent pas spécialement la question de ce qui se passe quand ils appuient sur acheter ou vendre, ou pourquoi il y a des entreprises qui marchent mieux que d'autres, ou pourquoi il y en a qui font faillite. Enfin, certaines fois, on manque un peu de questions basiques dans... Mais ouais. Mais tu sais que c'est avec les options que j'ai compris que c'était un marché. Hein. Parce que des fois, tu te retrouves avec des options qui sont illiquides. Parce que t'arrives à un niveau où c'est tellement pourri que c'est impossible de les vendre. Ou alors en te tapant un spread gigantesque. Et au début, tu comprends pas parce que t'es tellement habitué à acheter et vendre des grosses capis qu'il y a toujours de la liquidité. Mais l'illiquidité, ça existe, et on pourrait imaginer des situations où tu as de l'illiquidité sur des produits où on s'y attendait pas du tout. Exactement, et c'est là où tu réalises que le risque de liquidité, c'est sûrement le pire qui existe. En tout cas, pour moi, c'est le pire. Et toi alors, qu'est-ce que tu nous dirais ? J'ai choisi le pire épisode pour parler de ça. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on a dit. Je vous explique pourquoi. Vous connaissez la loi de Pareto, on en a reparlé lors de l'épisode sur Munger. C'est que vous pouvez avoir 80% des résultats avec 20% des efforts. Et ça s'applique parfaitement au side business. Moi, je vais parler de l'opposé. Pourquoi est-ce que je vais parler de l'opposé ? Je vais parler de ce qu'il faut faire quand vous avez l'impression d'être au maxi sur un domaine. Je ne parle pas d'un domaine 80-20 justement. Vous voulez être le meilleur dans votre domaine. Donc réfléchissez, ça peut être en sport, ça peut être dans plein de... Voilà. Et c'est ce qu'on appelle les gains marginaux.
Et ça a été pas mal popularisé dans le cyclisme pour les anciens par l'équipe Sky, qui avait à l'époque Bradley Wiggins, qui avait gagné le Tour de France après Christopher Froome. Et c'était marrant parce que c'était une époque dans le cyclisme qui était post-dopage. Donc quand tu as une équipe cycliste qui est devenue meilleure que les autres, tout le monde a dit « Oh, c'est le dopage, c'est le dopage ». Donc ce qu'a répondu l'équipe Sky, c'est de dire « Non, nous ce qu'on fait, c'est qu'on a décomposé ce qui fait la performance d'un cycliste, mais aller dans les plus petits détails, et on s'est dit on va tout améliorer de 1%. » Et à la fin, c'est voilà, les intérêts cumulés, si vous voulez. Et à la fin, tout ça va faire une grosse performance. Mais ils sont allés dans des trucs de fou. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, quelle est la meilleure huile pour la chaîne ? Et ils ont fait des comparatifs, ils ont pris la meilleure huile pour la chaîne. Là où d'autres équipes, ils achètent la même marque depuis 20 ans sans se poser de questions. Quel est le meilleur gel de massage ? Les meilleurs oreillers, les meilleurs matelas ? Et donc, ils se sont dit, on va faire la nutrition. Pareil pour la nutrition, pareil pour donc le sommeil, etc. Et donc, ils ont acheté les super oreillers, les super matelas. Donc, on voit dans la stratégie 80-20 pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'on est sur un énorme effort et puis pour des petits gains. Mais là, je parle de quelqu'un qui à un moment stagne dans son domaine parce qu'il a un peu tout essayé et qu'il veut être meilleur que ses concurrents. Et si vous êtes à égalité avec tous vos concurrents qui sont tous très bons et que vous êtes très bon parce que dans votre cœur de métier, tout le monde est au même niveau, alors oui, le tissu des maillots pour l'aérodynamisme, etc. Bon, maintenant, ils font tous ça, ils sont tous en soufflerie, mais les premiers qui se sont mis en soufflerie pour tester l'aérodynamisme, mais eux, ils sont allés au-delà de ça, en fait. Quand je parle des oreillers et des matelas, ils sont même allés jusqu'à mettre de l'alcool sur les pneus pour qu'il y ait plus d'adhérence. Enfin bon, ils sont allés chercher des micro-gains un petit peu partout, et ils se sont mis pendant 6 ans, enfin, ils ont gagné 5 Tours de France sur les 6, ils ont ramassé 60% des médailles, enfin, l'équipe britannique aux Jeux Olympiques, etc. Et je trouvais drôle de prendre un peu le contre-pied de cette histoire du 80-20. Moi, je suis un adepte du 80-20, mais pour se dire, parfois, le 80-20, c'est super, mais je vais être dans les globalement meilleurs, mais je ne serai jamais le premier avec le 80-20. Je ne serai jamais le meilleur, j'aurai jamais le truc qui marche le mieux. Et après, quand vous êtes déjà bon, c'est, pour reparler de création de contenu, c'est vraiment faire l'effort sur les miniatures. C'est un peu toi ce que tu fais aussi c'est se dire, voilà, maintenant les miniatures quand on démarre, ça sert pas à grand chose, faut faire du vite fait, mais après, quand j'ai atteint un peu un certain niveau et que j'ai l'impression de plafonner, je vais vraiment peaufiner mes titres. Quelle est la longueur du titre ? Je vais peaufiner les couleurs de mes... bien sûr, l'heure de quand est-ce que je mets en ligne, quels sont les réseaux sociaux sur lesquels je vais mettre en ligne, à quelle heure, etc. Et ça, c'est un autre aspect un petit peu marrant du jeu, quand on a atteint un certain niveau, de se dire, là, ça y est, je suis au 80% ou au 90% ou même au 99% et je vais essayer de passer l'étape d'après. Donc les gains marginaux, voilà, c'est surtout pas ce qu'il faut faire quand on démarre un side business. C'est pour ça que je disais que j'ai choisi le pire épisode pour en parler. Mais dans certains domaines, c'est assez sympa de se dire, maintenant, là, je suis en Formule 1 et je vais essayer de gratter quelques secondes, quoi. Pourquoi ça t'est venu ? Tu sais, parce que c'est super intéressant comme thème. Il y a un bouquin ou un podcast que tu as vu dessus ? Oui et non. Oui, j'ai vu repasser un article. Et puis, ça revient toujours au business principal, en fait. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, surtout quand tu as un business qui marche bien, je me suis dit, là, c'est le moment de faire un petit peu mieux. C'est-à-dire la photo sur l'annonce, dans mon cas d'immobilier, c'est la photo sur l'annonce Airbnb, c'est que des petits détails, réautomatiser quelque chose en plus. Et au départ, ça ne sert à rien d'automatiser trop quand tu démarres. Tu peux faire à la main quand tu as très peu de clients, mais c'est l'étape d'après. Voilà, d'essayer de grappiller un petit peu partout. Et sur un business qui est relativement important, 1%, ça fait vite, ça te fait vite gagner du temps. Mais le livre, il y a un livre qui est dédié là-dessus, je sais plus comment il s'appelle, mais je pense pas qu'il vaille le coup. Je trouve ça motivant parce que j'alterne toujours entre des phases où je me dis, là, il faut que je sois beaucoup plus dans l'exécution. Il faut que tu fasses les choses beaucoup plus efficacement attaque, et puis d'autres moments où je me dis non mais là il faut que tu fasses beaucoup plus dans aller chercher ce niveau d'expertise, ce niveau de compétence supplémentaire pour atteindre l'exceptionnel. Donc je pense que sur une carrière, il faut vraiment alterner entre les deux. Entre des moments où tu veux effectivement aller chercher des gains marginaux et des moments où tu veux gagner en efficacité. Chouette concept, c'est chouette d'avoir apporté ça. Alors, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Chercheurs de valeur. Je pense que c'est le dernier de l'année, donc on vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite une très belle nouvelle année.
On espère que vous allez cartonner, que vous aurez beaucoup d'argent à investir, que vous aurez également beaucoup de temps à consacrer à ce qui vous fait, à ce qui vous procure du plaisir. On va essayer de vous accompagner encore tout au long de l'année prochaine. Merci à ceux qui nous ont mis des commentaires, je les ai pas lus, mais il y a eu des commentaires très sympas qui sont arrivés sur l'application, sur Apple Podcast, donc continuez à nous soutenir, continuez à mettre des étoiles, aidez-nous à être dans le top podcast business, et on vous en sera très reconnaissant. Prenez bien soin de vous, ciao tout le monde, et au revoir Xavier. Salut Victor, salut à tous.